Voilà. Donc, moi, Ad, il m'a demandé de répondre à la question suivante, hein, ce que je vais faire pendant moins de 20 minutes. Il m'a dit, est-ce qu'il est possible de faire des recommandations au Maroc? Ce mot-là, comment? Et quels seraient les obstacles par rapport à ces recommandations? Bien sûr, je commencerai par dire que on peut faire des recommandations pour le Maroc, on peut aussi adapter des recommandations qui ont été faites à l'étranger pour le Maroc. C'est très important. Ça n'empêche que quand on voit un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, si vous voulez, des maladies infectieuses au Maroc, on a eu très peu de recommandations. Moi, j'ai commencé en 85 et en 87 avec le professeur Himish à faire 2 grandes conférences consensus. C'était des conférences selon les normes internationales. C'était plutôt, disons, des conférences consensus maghrébines, parce qu'on avait associé nos collègues algériens et tunisiens que marocaines. Après, bon, il y a eu un moment où on était plus préoccupé par le VIH que par autre chose. Donc, tout s'est arrêté, mais ça n'empêche qu'on était sollicité par l'ANAM pour faire des recommandations pour le VIH, parce qu'il était inclus dans les maladies, les 40 maladies de longue durée. On l'a fait, je me rappelle, avec professeur Marhoum, professeur Marih, professeur Sotri et les jeunes qui sont là, Mme Bensrer. On a produit un document de 300 pages. Bon, il n'a pas vu le jour, on n'a pas été publié, mais ça, c'est un détail. Une autre date quand même qui est très importante, c'est le travail magnifique qui a été dirigé par Dr Lioubi, qui est là, directeur de l'épidémiologie, et qui a abouti aux recommandations que vous connaissez tous sur l'hépatite C. Et c'est un travail qui est très bien fait dans la mesure où on est parti d'une analyse de la situation, mais réelle. Parce qu'on a fait une enquête pendant 2 ans, une enquête épidémiologique, pour voir un petit peu la prévalence et la répartition géographique des hépatites A, B, C. Et puis à partir de là, on a fait plein de réunions avec notamment la Société marocaine de maladies digestives et on a produit un document que vous utilisez. Alors, première question, est-ce qu'on a besoin de recommandations pour le Maroc? Oui, basiquement déjà pour les étudiants. Je crois qu'il est utile, comme ce qui se fait maintenant partout dans le monde, que nos étudiants commencent à travailler avec des recommandations et non pas des documents, etc., et que les enseignants à la base demande aux étudiants de justifier, lors de stages hospitaliers par exemple, de justifier leur prise en charge par rapport à des recommandations qui soient marocaines ou en dehors du Maroc. Ils sont très utiles pour les médecins généralistes, parce que vous savez, moi j'explique toujours dans mes interventions cette histoire de différence entre l'infectiologie générale que fait tout médecin généraliste. Quand je suis infectiologue, je ne suis pas obligé de traiter la grippe ou la fièvre typhoïde ou les résipelles, c'est le médecin généraliste qui le fait. Donc tout médecin généraliste fait de l'infectiologie générale et il a besoin de recommandations. À la limite, moi je dis toujours que l'infectiologue doit s'occuper plutôt des pneumocystoses, des cryptosporidioses et des cryptococoses que les trucs basiques qu'il doit laisser pour les médecins généralistes. C'est pas un problème de catégorisation, hein. C'est juste un problème de répartition de tâches. Vous allez comprendre par la suite parce qu'on est très peu nombreux au Maroc et il est utile de se répartir les tâches pour une bonne prise en charge des malades marocains. Pour les décideurs, je crois qu'on est plus que convaincus maintenant parce que les premières décisions et les premières recommandations, par exemple par le VIH, on était obligé de passer par monsieur le ministre de la Santé. Je vois monsieur le ministre derrière qui nous a beaucoup aidés pour faire une circulaire ministérielle pour appliquer les recommandations. C'est une des questions qui a été évoqué par le professeur Stahl. Ça veut dire que même quand vous produisez de la recommandation, il faut derrière les politiques, ils doivent insister pour que ces recommandations soient utilisées. Bien sûr, pour la population marocaine. Alors, qui doit faire ça? Bon, moi, je crois qu'on ne doit pas se limiter à une personne ou une catégorie de personnes. Le ministère de la Santé, c'est sûr, parce que vous allez voir que la plupart des problèmes de maladies infectieuses, d'ailleurs partout dans le monde, sont gérés en grande partie par le ministère de la Santé et du coup, le ministère de la Santé doit donner son point de vue par rapport à la priorisation, déjà par rapport à la question de recherche et par rapport, bien sûr, à la validation et par rapport à l'application par la suite. Donc, je viens de parler des recommandations de l'hépatite C. J'avais participé pour produire une recommandation de la rage en 2002 ou 2003.
malheureusement, on avait travaillé surtout sur la prophylaxie, sur la vaccination, la séroprophylaxie, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas, les jeunes, ils sont là, on n'a pas de recommandation précise comment je prends un malade qui a une rage humaine dans le service de maladies infectieuses. Bon, on a de grands espoirs avec disons, la venue de la HAS. Vous savez très bien que la HAS marocaine, donc le directeur a été nommé, et je crois que dans les mois à venir, on va instaurer les bureaux, etc. Les rôles des collectivités locales est très important, on peut le discuter après. Alors, je viens de parler de la HAS. Dans le texte de loi qui crée la HAS, donc ça c'est le bulletin officiel de décembre 2023, ce qu'on appelle le 700. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail des terminologies. Donc, il est clairement dit que parmi les rôles de la HAS est d'évaluer les pratiques, c'est très important, mais surtout de produire, enfin, de demander aux scientifiques de produire des recommandations pour la bonne pratique. Qui, certainement les sociétés savantes d'infectiologie au Maroc, donc l'OMPIC, donc je crois qu'il doit s'atteler maintenant à faire un programme, je dirais, à la limite décennal ou quinquennal. Moi, c'est Madame la Présidente qui va décider par la suite, et travailler sur des recommandations, on en a besoin. SMALMI aussi, l'association de Marrakech, c'est très important. La Société marocaine de microbiologie clinique et de mycologie médicale. Je crois que c'est important quand même de fédérer parce que depuis la disparition de l'ancienne Société de pathologie infectieuse, on avait fait, je crois, 12 congrès. Maintenant, on a l'impression que ça se fragmente. Donc, il y a l'Herbati, ils font plus Société marocaine de microbiologie clinique, mycologie médicale. Nous, on a la Société de l'OMPIC. Et c'est un grand plaisir quand je vois aujourd'hui avec nous le médecin général, professeur Nibi, et madame professeur Meshkaroun, qui nous ont toujours accompagnés dans cette dynamique aussi bien, bien sûr, de congrès, mais surtout de production de recommandations. Et ça serait bien qu'on regroupe nos forces. On est très peu nombreux, comme vous allez le constater par la suite. Certainement, on doit s'inspirer, mais aussi on doit tout simplement appliquer les recommandations de la SPIL, la Société américaine de maladies infectieuses, la Société européenne, mais à condition, bien sûr, qu'on fait un travail complémentaire en adaptant localement les recommandations, parce qu'on n'a pas les mêmes ressources, hein, c'est très important. Parfois même, en termes d'épidémiologie, on n'a pas les mêmes sensibilités des germes. Et il est très important de réfléchir dorénavant à un groupe pluridisciplinaire, infectiologues adultes, infectiologues pédiatres, biologistes, c'est-à-dire microbiologistes, virologues et parasitomycologues, et bien sûr les autres spécialités, et j'y viens parce que c'est très important d'impliquer les autres spécialités savantes, parce que malheureusement, nous, on fait une spécialité transversale, et du coup, on touche à tout, hein. Les bactéries vont se balader dans le corps, on a les pneumopathies, on a les érysipèles, les fasciites nécrosantes, les endocardites, péricardites, etc. Donc, je crois que c'est très utile de faire des recommandations thématiques et des recommandations aussi avec les autres sociétés savantes. Alors, comment? Je ne vais pas vous faire l'insulte de répéter ce que ça a été clairement dit par le professeur Stahl. Bien sûr, toujours identifier la question clinique, les utilisateurs, identifier les problèmes de santé. Et là, c'est très important pour nous de commencer par l'identification du problème de santé qui va faire l'objet de la recommandation. Moi, je l'ai toujours dit quand j'étais à la fac publique, je continue à le dire de l'autre côté, il est très important que les projets de recherche émanent des problèmes réels de la santé au Maroc. Bon, c'est vrai qu'on a besoin d'un peu de génétique, un peu d'autres protocoles un peu plus compliqués par rapport à tout ce qui est nouveau, mais je crois qu'on doit s'atteler plutôt à évaluer ce qui se passe en termes de leishmaniose dans le sud du Maroc, de brucellose dans la région de l'Aïoun, etc. Je crois qu'il est très utile de partir de la réalité marocaine. La validation et la diffusion, bien sûr, doivent se faire selon ce qui a été dit par le professeur Stahl, je suis tout à fait d'accord. Ne pas oublier les aspects éthiques, très important.
Moi, j'étais toujours, je le suis d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, traumatisé. Bon, il y a 30 ans, quand l'OMS a dit, nous a dit, nous, hein, les Africains, vous traitez vos malades VIH quand ils vont arriver à 250 CD4. Et les autres, les Européens et les Américains, ils le traitaient à partir de 500 CD4. D'ailleurs, depuis, je n'ai jamais travaillé avec l'OMS, c'est juste pour donner un coup de main, mais j'ai toujours refusé pour devenir expert de l'OMS, parce que j'ai senti comme une grande injustice ne pas traiter un malade parce qu'il n'a pas les moyens. Mais bon, ça c'est un détail, on ne va pas rentrer dans cette problématique qui est très compliquée. Tenir compte toujours des contraintes locales, des infrastructures, des médicaments disponibles, très important. Et là aussi, il y a une lutte. C'est très important de lutter pour qu'on ait soit la stabilité de la disponibilité des médicaments qu'on a. Je cite juste, pour exemple, le problème qu'on a actuellement avec l'amphotéricine B versus Ampho-B liposomal. L'amphotéricine B, il coûte 24 dirhams et liposomal, il coûte 40 fois plus. Et il n'y a pas de raison pour qu'on tombe en panne par rapport à l'amphi. Bien sûr, je ne parlerai pas de problèmes de toxicité, de surveillance, etc., mais surtout en termes de disponibilité. Alors, je vais aborder la question la plus difficile. Quel obstacle? Alors, basiquement, par rapport à la question de base, la question clinique, comme ce qui a été expliqué par le professeur Stahl, on doit faire une analyse de la littérature. Et c'est là où on a le grand problème, parce que quand on veut faire l'analyse de la littérature par rapport à ce qui a été publié avec les données marocaines, on est traumatisé. Donc je prends juste un exemple. Hier, j'ai mis infection sur PubMed, infection au Maroc, donc on passe de 4 millions à 3 000. Infection en France, on est à 157 000. Donc il n'y a pas de données. Vous ne publiez pas vos résultats. Et ça, c'est très compliqué à gérer par la suite. Parce que, comme, je ne sais pas ce qui va se passer pour l'avenir, hein, je repose la même question que mon prédécesseur, est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va faire les recommandations, c'est les êtres humains qui vont continuer à gérer cette histoire, mais dans tous les cas, on a besoin de data. S'il n'y a pas de data, il n'y a pas de recommandations. Donc, s'il vous plaît, publiez vos résultats et commencez par les revues africaines, les revues marocaines. Ça va être toujours des datas. Je crois que c'est très important. Et après, bien sûr, pour vos titres et travaux, vous pouvez toujours bousculer pour publier dans les revues, indexer, etc. Deuxième grand problème, c'est la conservation correcte des archives. C'est vrai qu'on a une institution marocaine des archives et tout, mais malheureusement, dans les services où on travaille, quand on veut faire des travaux prospectifs, on est confronté à la difficulté de ne pas trouver correctement les archives, parfois même disparition d'une partie des archives. Et il est très important de migrer vers des systèmes informatisés, avec bien sûr des backups, etc. Bon, ça c'est un détail, c'est très important. Moi, je travaille dans l'université Mohamed VI actuellement. Je suis très à l'aise parce que tout ce que je fais tous les jours, il est introduit dans une base de données et je le retrouve quand je veux. Et ça rend la vie facile d'une part et d'autre part, ça nous permettra de produire de la data. Promouvoir de la recherche locale, c'est très important. Mais on ne peut pas promouvoir de la recherche locale en infectiologie si on n'a pas d'infectiologue. Et il est désolant de dire aujourd'hui qu'on a 3 services d'infectiologie au Maroc, donc celui de Casablanca, celui de Marrakech et celui d'Agadir. Bien sûr, il y a un grand service d'infectiologie à l'hôpital militaire de Rabat, c'est le 4e, d'accord? C'est très important, donc 3 dans le civil, 1 dans la médecine militaire. Mais je n'ai jamais compris, et je repose tout le temps, vous l'avez remarqué la question, pourquoi il n'y a pas de service de maladies infectieuses dans la faculté de médecine civile à Rabat, à Tanger, à Fès, à Oujda, à Guelmim, à Laayoune. Même maintenant, on a des facultés, au moins une faculté de médecine dans chaque région au Maroc, et il est utile, à mon avis, de batailler pour créer des services de maladies infectieuses. C'est pas tellement, parce que là, une fois, j'ai discuté avec un responsable, il m'a sorti un truc, c'est pas tellement pour le prestige ou pour le truc, parce qu'on sera évalué sur ça, on sera jugé sur ça.
Qu'est-ce qu'on a fait pour le pays? Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est travailler pour le pays. Ce n'est pas travailler pour la presse ou pour le truc ou pour les publications. C'est pour le pays. C'est très important d'aller travailler dans des endroits où il n'y a pas de services de maladies infectieuses et de créer des services de maladies infectieuses. Le deuxième obstacle, c'est justement les données microbiologiques. Alors, on a un grand problème dans les données microbiologiques, au-delà des inégalités régionales. Quand on voit un petit peu dans la totalité des résultats, vous voyez qu'on a très peu de services ou de laboratoires de biologie. Ça, c'est les données du ministère. Ils sont dans le site du ministère de la Santé, donc c'est vrai que ce sont les données de 2022, mais je ne crois pas que ça a changé. Donc, vous voyez, c'est très peu. Quand on voit un petit peu dans le détail, même dans une grande région comme Casablanca, si on exclut le CHU, il y a zéro, bon ça ce qui a été réalisé en 2022, zéro examen bactériologique, zéro examen parasitologique dans les différents hôpitaux de Casablanca. Donc il y a un problème. Je ne peux pas avoir une idée sur la sensibilité des germes, sur la circulation des germes, si je n'ai pas des microbiologistes, des parasitologues, des mycologues, etc., partout à travers le Maroc. Encore faut-il trouver les gens qui veulent faire ça, parce que je sais que la plupart des jeunes maintenant, malheureusement, ils doivent tous faire dermatologie, ORL et ophtalmo. Ça, c'est dramatique. Hein. C'est une épidémie mondiale. Hein. Ce n'est pas seulement au Maroc, c'est une épidémie mondiale, malheureusement. Quoique, moi, j'étais étonné l'année dernière, parce que, par exemple, je surveille à peu près cette histoire. Dans les choix, par exemple, en France, quand même, l'infectieuse était, je crois, 10e ou 11e. Alors que chez nous, c'est toujours le dernier service qui est choisi, ce qui est dommage. Il y a aussi une insuffisance de données épidémiologiques. Et même par rapport au programme, là, par exemple, on a tout bêtement 141 laboratoires de santé publique au Maroc, malheureusement, avec bien sûr des petites variations, mais même dans les grandes régions comme Casablanca, on a 6 laboratoires, c'est vraiment insuffisant. La troisième donnée, c'est tout bêtement l'application des textes de loi basiques. Pour que j'ai de la data, il faut que je sache combien j'ai de rickettsiosis. Si je veux faire une recommandation sur les rickettsiosis demain ou après-demain, la rickettsiosis, malheureusement, il n'est pas déclaré. Là, vous voyez, nous, dans les services où vous travaillez, vous voyez certainement une vingtaine, voire une trentaine de cas de rickettsiosis chaque année, mais quand on voit un petit peu ce qui est déclaré, il ne figure pas. Et il y a une expérience qui a très bien marché, laquelle a fait allusion tout à l'heure aussi au directeur de l'épidémiologie, c'est la Covid. La Covid, on a eu le recensement de tous les cas. Donc, on est capable de faire ça. Il faut juste de la motivation, c'est très important des médecins qui déclarent, et bien sûr, il faut quand même un contrôle supérieur. Le deuxième exemple, c'est le sida et le VIH, parce que Dr Benserer, il tient beaucoup à la déclaration de tous les malades, et on a quand même, bien sûr, je donne l'exemple parce qu'il est devant moi, hein. Il y a aussi Stade Nibi, Mme Ishkaroun, etc. Chacun, c'est Nora Tassi à Marrakech, donc chacun dans son service il fait ça, mais je crois qu'on doit être au même niveau de rigueur pour la déclaration de toutes les maladies infectieuses, sachant qu'on a un texte de loi qui date quand même de 67, et que dans le texte, il est clairement dit que quand vous ne déclarez pas, vous êtes puni de 2 mois de prison. Bon, c'est vrai que personne n'est jamais allé en prison pour ne pas avoir déclaré de maladie infectieuse, mais bon, je crois qu'on doit s'y virer un petit peu. Au moins au niveau de l'amende, hein. C'est rien du tout, c'est 2000 dirhams, mais quand même, c'est... Alors, il y a aussi le financement. On a très peu d'argent. Le budget du ministère de la Santé, c'est 7,3% du budget global de l'État. C'est très insuffisant quand on voit un petit peu les normes de l'OMS, c'est 12%. La déclaration d'Abuja, c'est 15%. Donc, on est à 50% de budget qui devrait être alloué pour le ministère par le ministère de la Santé pour qu'il puisse faire son travail correctement d'une part et d'autre part pour qu'il puisse bien sûr appliquer des recommandations si les recommandations sont produites. Non, mais c'est bon, là, je termine. Ça, je l'ai déjà dit, hein, on est moins de 30 infectiologues au Maroc.
La formation de base, donc ça je l'ai déjà dit. Voilà, donc je suis à la conclusion. Donc je crois qu'on doit se mettre ensemble, laisser de côté la dynamique de polarisation et travailler sur le ciment, travailler sur plutôt ce qu'on nous ressemble pour produire des recommandations pour le Maroc. Merci.